Merci de nous rejoindre dans l'info continue ce mercredi 9 juillet 2025. L'actualité nationale avec les résultats du baccalauréat session de juin 2025. Les résultats désormais disponibles. Au total, 57 349 candidats sont admis sur les 78 537 candidats présentés, soit un taux de réussite de 73,02%. L'annonce de ces résultats a été faite par le directeur général de l'Office du baccalauréat il y a quelques instants. Des résultats qualifiés d'exceptionnels et d'inédits par le professeur Alphonse Da Silva. Pour les détails, on retient que la série A1 a donné 78,68%, la série C 82,77%, la série D 72,95%, la série G1 71,85%, la série F1 27,51%. Eh bien, on entendra Alphonse Da Silva dans nos prochaines éditions. Et puis nous, dans notre alala de cette soirée, on évoque l'actualité politique et l'animation de la vie publique avec les acteurs qui ont choisi d'accomplir ce sacerdoce. Les opérations de charme se multiplient et se poursuivent en ce moment sur le terrain, les unes au vu et au su de tous, les autres de façon clandestine, sinon en coulisses, comme aiment bien le dire certains. Et donc, dans nos élaborations de ce soir sur l'info continue, on essaie d'analyser et de commenter le regard que portent les populations à la base sur ces hommes politiques. Inspire-t-il confiance sur le terrain? Comment l'homme politique, quelle que soit sa coloration, est vu dans notre société d'aujourd'hui? L'analyste politique Juste Akakpo et Eric Guédénon nous proposent leur lecture de l'image que projettent les hommes politiques sur le terrain et surtout comment cette image est perçue par les militants, sympathisants et même la population dont les suffrages sont souvent sollicités au moment opportun. Chers amis, bonsoir. Eric Guédénon. Bonsoir, Wahab Alipara. Juste Akakpo, bonsoir. Bonsoir, Wahab Alipara. Bienvenue sur le plateau de l'info continue. Alors d'entrée, Eric Guédénon, quelle lecture faites-vous de l'animation de la vie politique à l'heure actuelle? Vous savez, c'est timide à l'heure actuelle. Nous aurions aimé que les choses bougent véritablement. Mais je pense que d'ici encore quelques semaines, quelques mois, nous allons observer cette ambiance dont on a connaissance les années antérieures, en période électorale. Cependant, nous continuons par scruter l'horizon, justement, par voir à l'intérieur des formations politiques comment les choses vont véritablement s'abattre sur nous, pour nous donner ne serait-ce que le sentiment que nous allons vers des élections générales, comme on le dit, historiques dans notre histoire. D'accord. Alors, comment vous voyez, je dirais, la vie publique, l'animation de la vie politique à l'heure actuelle, Juste Akakpo? Comme le disait déjà Monsieur Adandéjan. Non, Monsieur Guédénon. Monsieur Guédénon, voilà. Mes excuses. Comme il le disait déjà tout à l'heure, nous constatons qu'il y a un calme légendaire, une timidité qui ne dit pas son nom, ce que l'on n'a pas l'habitude d'observer dans le paysage politique depuis des lustres. Donc, cela dénote du fait que depuis un certain temps, le système qui est installé, qui est instauré, a déteint sur l'atmosphère politique et les choses sont structurées de telle enseigne que depuis un certain temps, les ambitions que l'on pouvait observer, que l'on pouvait voir s'afficher, ont commencé par se dessiner plutôt dans les coulisses que de façon publique. Donc, ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, et nous observons que les gens n'ont pas pu jusque-là, quand je dis les gens, je parle bien sûr des acteurs politiques. Les acteurs politiques, les acteurs politiques ne sont pas en train de faire cette animation politique-là. Et nous constatons aussi qu'il y a un désintérêt ou un manque d'engouement de la population vis-à-vis de cela. Parce que, qu'ils vous souviennent que quelques années en arrière, déjà à cette période-là, nous constatons que les gens s'affairent, les gens courent dans tous les sens, parce que on sait déjà pour quel candidat on peut déjà opter
pour quel candidat on peut déjà voter et les tractations vont bon train. Mais jusqu'à maintenant, ce que nous observons, il y a une timidité, comme vous le dites. D'accord. Alors, l'homme politique, comme je l'ai dit en introduction, on sait que l'animation de la vie politique, même si elle est timide, telle que vous le reconnaissez, n'est-ce pas, elle se fait quand même, cette animation, dans les coulisses pour certains, quelques mouvements également sur le terrain. Mais on se demande comment l'homme politique est vu aujourd'hui dans la société. Au niveau des sympathisants, les militants et même les populations à la base. Selon vous, quel regard on porte sur ces hommes politiques? Alors, mais avant, ce que nous pourrons tirer comme avantage de cette timidité, c'est le fait que nous avons aujourd'hui un service public stable dans l'administration. En tout cas, ce silence que nous observons nous permet d'avoir nos cadres dans le bureau en train de travailler. Parce que, comme l'a relevé mon cher ami par le passé, cette période tellement ça bouillonne que ça sort. Que très vite l'administration, surtout l'administration publique, va se vider de son contenu. Et Patrice l'a dit, qui n'a pas envie de perturber l'administration publique inutilement. C'est pour ça qu'il faut attendre 6 mois avant la date des élections. Alors, l'acteur politique, vous savez, il ne serait pas prudent de trouver que les acteurs dans leur globalité ne sont pas dignes de confiance vis-à-vis de notre opinion. Même si dans notre culture, le politique est vu, excusez-moi du terme, comme un voleur, comme un escroc. Vous savez, même quand vous échangez avec des plus jeunes et que vous commencez par faire le politiquement correct, le jeune vous dit, oh, là, tu es en train de jouer au politique. À la politique bleuette. Oui, c'est ça. Parce que, justement... Ou bien vous parlons du ça, ce sont les propos d'un politicien. D'un politicien, justement. Voilà. Pour ne pas te dire, tu es en train de mentir. Voilà. Tu es en train de dire quelque chose de faux. Donc, dans notre culture, le politique est vu un peu comme ça. Mais je pense que pour mieux mesurer le comportement d'un acteur politique, il faut le voir sur la base des valeurs et des principes. Il faut le voir aussi dans son comportement, dans sa façon d'être avec la communauté et aussi comment la communauté se comporte par rapport notamment à l'acteur politique. Alors, nous sommes obligés d'être exigeants. Parce qu'on se dit qu'un acteur politique qui se positionne comme un leader doit faire les choses qu'un citoyen n'a pas intérêt à faire. C'est-à-dire faire les choses dans les règles de l'art, se montrer le plus irréprochable possible. Là où on peut condamner un citoyen comme vous et moi de voleur, d'escroc, de pédophile, tout ce que vous pouvez imaginer comme vice, un acte politique sur ce terrain se doit d'être blanc comme neige. D'accord. Alors vous, juste à Kako, quel regard selon vous les populations, les militants, les sympathisants et autres portent sur l'acteur politique, les hommes politiques, comment ils sont vus selon vous, je dirais, au sein de la population et sur le terrain politique, bien entendu? Les hommes politiques sont bien évidemment vus comme des gens qui font miroiter ce que je peux appeler les situations mielleuses, les gens qui font miroiter ce qui est beau et tout ça, et qui, par-dessus tout, ne remplissent pas les obligations qui devraient être les leurs. Et surtout, si nous allons dans d'autres contextes, hors du continent africain, on peut constater que dans certains pays, les gens s'attachent beaucoup plus aux valeurs et aux valeurs que prônent les partis politiques et cela se dessine comme étant la ligne de conduite de ces partis politiques, ce qui fait que l'homme politique qui est dans ce parti est obligé de s'aligner à ces valeurs-là pour pouvoir agir. Mais ce que nous constatons beaucoup plus dans le contexte africain, c'est que quand bien même il y a des valeurs que nous avons, des valeurs qui existent au sein des partis politiques et tout ça, ce que nous constatons souvent, c'est que ces valeurs-là sont, excusez-moi du peu, foulées du pied. Et ce qui fait que les gens ne croient pas beaucoup aux hommes politiques. C'est ça. Donc, ce qui fait que lorsque quelqu'un prend la parole, quand un homme politique prend la parole en public, fait des promesses et veut montrer à tout le monde qu'il est blanc comme neige ou bien qu'il est quelqu'un qui veut faire les choses différemment, qui veut faire les choses de telle sorte que cela puisse satisfaire la population, on veut forcément voir la personne ou le politicien en question en œuvre avant de le croire. Parce que beaucoup ont déjà
fait ce genre de promesses, ont déjà agi de telle sorte. Mais après, ce qu'on constate, c'est que dans l'action... On fait des promesses, n'est-ce pas? Mais à la fin, on était... Alors, pourquoi on a ce regard, comme je m'en tiens à votre premier développement, pourquoi on a ce regard sur l'homme politique? Ce sont quand même les citoyens, ce sont des Béninois comme nous, n'est-ce pas? Qu'on a vu grandir pour certains, hein, qu'on a vu étudier, qui ont évolué en tout cas au sein des différentes communautés du pays. Mais pourquoi, quand ils portent, je dirais, le manteau de politicien ou de politique, n'est-ce pas, on a un autre regard sur eux? Oui, parce que c'est une réalité. Et quand on fouille bien dans notre histoire, il y en a très peu qu'on peut citer en exemple, malheureusement. Et la majorité se retrouve justement dans ce que nous sommes en train de dénoncer et qui permet justement à l'opinion de se forger cette idée de nos acteurs politiques. Ce que moi je pense de façon fondamentale d'un acteur politique, c'est ce que fait un religieux. Un religieux, il utilise son charisme pour conduire ses fidèles vers Dieu. L'homme politique, il met en place son charisme pour conduire sa communauté vers une vision, vers un développement, vers l'harmonie, voyez-vous. Quand mon cher ami a donné l'exemple de ce qui se fait en Occident, vous savez, dans les médias, quand en matinée, vous entendez qu'un dossier éclabousse un leader politique en France, aux États-Unis, dans la même journée, il démissionne. Parce que pour les citoyens de ce pays, ça ne s'entend pas. Oui. Ça ne s'explique pas qu'un ministre soit mêlé dans une affaire. Quand bien même, ce dernier n'est pas encore condamné. Oui. Quand bien même, il n'est pas reconnu coupable. Le fait que déjà son nom soit déjà associé... Déjà que sur lui, par exemple, un soupçon... C'est déjà trop salissant, voyez-vous. Alors, le contraire, c'est chez nous. On a le sentiment que c'est sur notre continent. Oui, en tout cas, la démission, ce n'est pas dans nos habitudes. Voilà, ce n'est pas une habitude africaine. Et mieux, c'est même dans. J'ai envie de dire que c'est même sur notre continent qu'on retrouve les acteurs politiques les plus heureux. Parce que vous en avez qui sont des businessmen des plus véreux. Vous en avez qui sont très corrompus. Vous en avez tellement dans des dossiers les plus sales. Patrice Talon disait une fois dans son discours que nous avons affaire à des prédateurs, justement. Parce que les dossiers les plus sales, et puis évidemment, vous avez de nos acteurs politiques. Cela ne s'explique pas. Voilà qu'ils sont censés dire dans un discours politique à nos citoyens la corruption est une mauvaise chose. Mais voilà que c'est eux, en réalité, qui se retrouvent encore empêtrés dans des dossiers de corruption et bien d'autres exemples. Donc, le jeu se joue à ce niveau. Quelles sont les valeurs et les principes qui sont défendus du jour comme de nuit et comment ces valeurs sont défendues? Alors, à l'opinion de se faire une idée contraire de l'exercice politique d'un acteur politique. Alors, juste à Kakpo, il y a que on a des écoles qui forment les hommes politiques, n'est-ce pas? Comment on dit, les sciences po. On a également ceux qui font, je dirais, la pratique sur le tas et autres. Mais à aucun niveau, n'est-ce pas, on enseigne, je dirais, le mensonge, le déficit d'éthique, le déficit de morale et autres. On se demande à quel niveau, n'est-ce pas, nos hommes politiques qui aujourd'hui projettent cette image que vous décrivez tout à l'heure, à quel niveau ils ont appris tout cela pour que désormais, n'est-ce pas, dans leurs propos, ils ne puissent pas tenir de discours politiques pour qu'on ait confiance en leur action ou en leurs propos, en leur discours. Alors, et pour répondre à la question, je crois que M. Guédeno a commencé déjà. Bon, je pense que j'y parviens cette fois-ci. Absolument. Donc, il a déjà commencé par aborder un certain pan de la chose. Alors, ce que je dirais pour compléter cela, c'est que nous constatons que plusieurs personnes considèrent et prennent la politique comme étant une profession, ce qui ne devrait pas être le cas. C'est ça. Je m'explique. La politique ne devrait pas être considérée comme étant une profession parce que quand on fait de la politique, c'est pour servir le peuple, c'est pour servir la nation. Alors, en tant qu'homme politique, si je m'engage en tant qu'homme politique, je suis appelé à un sacerdoce, comme un religieux, un prêtre et tout ça. Donc, je suis appelé à servir. Mais ce que nous constatons, c'est que beaucoup de personnes y vont plutôt juste pour s'enrichir, pour se servir au lieu de servir la nation. Exactement. D'accord. Donc, ce qui fait que celui qui était un homme de principe dès le départ se retrouve dans un paysage où il est appelé à faire des compromissions, à se retrouver dans certaines accointances, ce qui fait que à un moment donné,
du moment où, à un moment donné, lui-même a voulu qu'on lui rende certains services, et qu'il est redevable envers une personne, et que cette personne lui demande maintenant de lui rendre aussi l'appareil, vous convenez avec moi que cet individu-là est lié. Le donnant-donnant. Exactement. Ouais. Donc, ce qui fait que de fil en aiguille, certains se retrouvent embourbés dans des situations et se retrouvent dans une situation où ils n'arrivent plus à sortir de cela. L'autre chose, c'est que plusieurs personnes, il y en a qui pensent que tout ce qu'on apprend dans les écoles et autres sont de la théorie et que c'est le terrain qui guide. Alors que ça ne devrait pas être le cas. Il y a des gens qui prennent ça comme tel. C'est-à-dire les enseignements en amphi, c'est tout autre chose, c'est la théorie, mais les réalités face aux populations, c'est tout autre chose. Exactement. Parce que les gens, il y en a qui se disent que s'ils vont sur le terrain et qu'ils disent la vérité à la population, et que si cette vérité-là fait montre de ce que la situation est peut-être dégradante, ben, cet homme-là ne va pas vouloir quand même perdre son fief. Donc, il faut camoufler et habiller les discours. Exactement. Alors, Éric Guédénon, est-ce que les choses ont évolué, je dirais, en termes de regard qu'on porte sur l'homme politique, ou bien c'est resté plus, selon vous, de façon standard? On a eu des hommes politiques, si on se situe par exemple des années 60 à aujourd'hui, les événements ont évolué. On a eu 1960 jusqu'à une période révolutionnaire, jusqu'au lendemain de la conférence à aujourd'hui et autres. De votre analyse, comment l'homme politique est resté? Est-ce que les choses sont restées les mêmes ou bien il y a eu vraiment une aggravation en termes de déficit de confiance? Je pense que les choses se sont empirées. Waouh! Nous avons connu une époque où on avait des leaders qui se sacrifiaient, qui étaient vraiment, comment on dit, sur le terrain de la bataille. Et nous avons des noms, justement, pas seulement au Bénin, même sur le continent, on peut en citer. Je pense qu'aujourd'hui, avec le train de la vie, les gens vont en politique justement pour se satisfaire, pour se mettre bien. La preuve est que... Se servir, comme disait Jussa Kato. Quand vous voyez les jeunes qui arpentent aujourd'hui le milieu politique, que vous leur posez la question, mais pourquoi tu vas en politique? Qu'est-ce qui t'intéresse? Dans le discours, c'est creux. Tu te rends compte qu'en réalité, on veut aller se servir. On a un parrain qui veut me mettre dans tel circuit, et voilà. Et parce que aussi, on se réalise vite. En tout cas, selon certaines personnes, quand vous y allez, voilà, au bout de c'est la bonne destination. C'est la bonne destination. Au bout de quelques années, voilà, vous arrivez justement à atteindre vos objectifs en termes de vie. Et donc, tout ceci, mis ensemble, permet justement à un citoyen de se dire que ce n'est pas si sincère que ça quand nous entendons les acteurs politiques tenir des discours je dirais, de bonne gouvernance, des discours de valeurs et de principes. Et c'est ce qui fait que, à l'approche des élections, vous voyez aussi le comportement de nos citoyens. Quand les acteurs politiques descendent, ils se disent que c'est l'occasion de les couper. C'est l'occasion de les saigner. C'est l'occasion de prendre notre part. Parce que eux aussi, à leur tour, quand ils vont grimper, quand ils se retrouvent là-bas, ils ne pensent qu'à eux, justement. Et c'est très malheureux. Une société comme ça, ça veut dire que nous avons des acteurs politiques qui deviennent complices en même temps des citoyens, et chacun fait le jeu. D'accord. Alors, cette description que fait Éric Guédénon, je dirais, du comportement des populations, est-ce que ce n'est pas ça qui davantage encourage les hommes politiques peut-être à ne plus revoir leur discours? On se dit, bon, on va leur servir le faux, on va faire la promesse du moment où on leur distribue un peu de sandwich, quelques billets de banque et autres, ils adhèrent à notre vision et bon, à la fin, on n'est plus redevable. Est-ce que les populations elles-mêmes, les militants et autres, en tout cas ceux qui ont le suffrage qu'ils doivent accorder, est-ce que ce n'est pas eux qui encouragent ces hommes politiques à se comporter ainsi? Les militants, les populations sont complètement mouillés dedans. Ce sont des complices. Ce sont des complices parce que vous allez constater que peu de personnes s'intéressent par exemple au projet de société des candidats. C'est un fait. En Afrique, peu de personnes s'intéressent au projet de société. On peut également vous dire que très peu de candidats également ont de projets de société. Exactement. Donc, il y en a qui ont bien envie d'utiliser des projets de société
pour aller convaincre la population. Mais quand ces derniers remarquent que sur le terrain, ce qui se fait, ce n'est pas, on ne convainc pas la population à travers des projets de société. La population ne s'intéresse pas aux projets de société. Ces derniers se retrouvent à être obligés. La population va vous dire, est-ce que ce sont les projets de société qu'on mange par ici? Donc, les gens sont obligés de s'attendre à ce que ils aient leur part. Comme le disait M. Guédénon tout à l'heure, qu'ils aient leur part tout de suite. Et parce qu'ils se disent que c'est la seule occasion ou c'est le seul tournant décisif où ils peuvent soutirer, où ils peuvent tirer leur profit, et sans savoir que tout ce qui se fait par l'homme politique, une fois qu'il accède à la fonction politique à laquelle il est en train d'aspirer, tout ce qu'il pose comme acte, tout ce qu'il met en œuvre comme projet touche de manière directe ou indirecte la population. Donc déjà là, mais beaucoup n'arrivent pas à percevoir cela parce que, disons aussi, les conditions socio-économiques font aussi que les gens se disent que c'est ce qu'ils vont manger tout de suite qu'ils veulent. Ils ne veulent pas le attendre. premier venu à les servir, bon, ils se disent, bon, écoute, donc c'est mon homme, c'est le bon. Exactement, donc ils se laissent aller. Et l'autre chose, quelqu'un peut venir maintenant et faire une analyse du terrain, de terrain et constater que, par exemple, dans une localité donnée, plusieurs jeunes, la majorité des jeunes ont de bons diplômes, mais n'ont pas d'emploi. Donc, il se dit, bon, voici un levier sur lequel il faut appuyer. Donc, du moment où il constate cela, quand bien même il n'a pas de moyens pour pouvoir agir, quand bien même il ne dispose pas des moyens, et tout de suite il promet. D'accord. Et à un moment donné, il promet de telle sorte que les choses font tellement rêver la population que au moment où il arrive, quand bien même il fait 10% de ce qu'il avait promis, c'est qu'il n'a rien fait. Oui, d'accord. Alors, Éric Guédénon, on parle aujourd'hui de la maturité du peuple béninois, de ceux qui vont voter et autres. Est-ce que vous pensez que cette maturité peut amener, je dirais, à agir en conséquence en 2026 lors des élections, c'est-à-dire renvoyer aux hommes politiques l'image qu'on a effectivement d'eux et montrer que, bon, ils sont des prometteurs, mais des gens qui ne tiennent pas parole. Donc, vous savez, si nous avons une chance que les choses changent, ce sont les acteurs politiques qui doivent justement travailler à ce que l'opinion n'ait plus cette idée justement. Mais est-ce qu'ils ont intérêt? Ils se disent que dès lors qu'on amène argent, un peu de moyens pour donner satisfaction aux populations, le tour est joué. Il y a un sacrifice qu'il faut faire. Quand je disais tout à l'heure que les choses se sont empirées, en fait, ce n'est pas exagéré. Vous savez, quand on va remonter juste dans un passé récent, qu'on va citer des noms tels que Patrice Lumumba, des noms tels que Thomas Sankara, Nelson Mandela, des leaders qui ont porté une cause justement pour leur communauté, et que nous revenons à partir de 90, quel autre exemple on peut encore citer? Enfin, à l'époque contemporaine. Très bien. Vous dites que la liste, n'est-ce pas, s'amenuise au fur et à mesure qu'on évolue. Des leaders forts comme ça, justement. Et donc, ça veut dire que je pense qu'à un moment donné, les acteurs politiques ont renoncé au vrai combat. D'accord. Ils se sont plutôt intéressés à ce qui brille sur l'autel, justement. Et c'est ce qui motive aujourd'hui les gens à aller en politique. Ce n'est plus le servir, ce n'est plus se mettre, justement, aux côtés des citoyens pour se battre, pour défendre une cause, pour porter une vision. Ce n'est plus forcément le cas. En clair, comme on dit juste à Kakpo, on travaille plus pour soi-même que pour la nation, que pour la population. Oui, c'est aussi simple que ça. D'accord. Et si on veut changer, il faut donc qu'on commence par se présenter justement vis-à-vis de l'opinion comme des gens qui sont à leur service. D'accord. Allez, on a eu un discours, c'est une portion que je vais vous raconter. On dit que les promesses politiques, n'est-ce pas, n'engagent que ceux qui croient. C'est un homme politique, n'est-ce pas des moindres au Bénin qui a tenu ses propos, et jusqu'à aujourd'hui, on a noté que, bon, comment dire, on n'est jamais parvenu à apporter la contradiction, je dirais, à sa démonstration, à sa façon de voir les choses. Pensez-vous qu'en 2026, les choses vont changer? On a parlé de réformes politiques, institutionnelles et autres. Est-ce que vous pensez
c'est une probabilité. Vous la trouvez forte ou faible? C'est trop tôt parce que pour que ça puisse changer en 2026, il aurait fallu que on commence peut-être déjà par préparer nos concitoyens à l'idée de ce qu'aujourd'hui nous voulons des acteurs politiques qui sont au service de leur cause. D'accord. Allez, je vous écoute. Je disais tantôt que c'est une probabilité. Quand je dis probabilité, c'est que ça peut arriver, ça peut ne pas arriver. Mais moi, mais de votre façon de voir les choses, pensez-vous que cette probabilité elle est forte ou elle est faible? Je pense que depuis un certain temps, avec le nouveau système qui est instauré, les choses, quand bien même on n'a pas commencé par constater une grande amélioration, les choses ont commencé déjà par changer. L'amélioration est amorcée selon vous? Oui, exactement. Selon moi. Parce que depuis un certain temps, on constate que les gens n'ont plus trop d'engouement à s'accrocher fortement à la chose politique pour dire qu'on veut être coûte que coûte homme politique et tout ça. Parce que les choses sont configurées maintenant de telle sorte que le désordre est en train de diminuer. C'est ça. Parce que quand vous ne sentez plus les hommes politiques dans le one-man show comme par le passé. Et les partis politiques ont quand même aujourd'hui la capacité de contrôler en quelque sorte les militants, les membres et autres, ce qui fait que les choses, je ne dis pas que ça a totalement changé, mais on est en train de constater une certaine amélioration. Éric Guédénon, je vous sens vouloir réagir. Peut-être que la surface du désordre se rétrécit, vous savez. Mais ce n'est pas totalement terminé. Juste dans un passé récent, au niveau des formations politiques, pour être tête de liste, il fallait payer. Alors, quand vous demandez à un candidat... Et si vous n'arrivez pas à payer, que c'est le président du parti... Dans quel document c'est écrit que pour être tête de liste, il faut glisser de l'argent à quelqu'un? Il ne parviendra jamais. C'est écrit où? C'est écrit nulle part. Et quand vous demandez à mais il peut vous répondre, ce n'est écrit nulle part, mais c'est mon parti. Oui. En son temps, si on se refait en tout cas à la période que vous démontrez. Quand il paye pour être tête de liste et qu'il est élu... Mais il n'est plus redevable. Il n'est plus redevable vis-à-vis de la communauté. Mais c'est normal. C'est normal. Donc, à quel moment, à quel prix on est prêt à demander à nos acteurs politiques de mettre l'argent de côté, de penser aux principes, aux valeurs, aux discours, machin, et tout ce qui va avec, justement, pour changer la chose dans l'esprit de nos concitoyens? C'est hyper compliqué. D'accord. Alors, rêvez-vous d'un retour de l'éthique et de la morale en politique pour changer, je dirais, la casquette, sinon l'image qu'on a de l'homme politique au Bénin, juste à Kakpo? Ce serait la dernière question. D'accord. S'il y a quelque chose que j'aime beaucoup plus comme valeur, c'est l'optimisme. Je reste optimiste du fait que les choses pourraient changer parce que il y a des nations qui étaient beaucoup plus, qui connaissaient la même situation que nous, mais aujourd'hui, on voit que c'est des pays qui sont allés très loin en matière de configuration sur le plan politique. Donc, moi, je reste optimiste par rapport au fait que les choses puissent changer. Parce que ce qui fait que les choses arrivent à changer comme ça, c'est lorsque nous arrivons à imbriquer une certaine façon de penser, une certaine façon de faire et à amener la population ou les gens à adopter certains comportements. Parce que cela part déjà de la sensibilisation. Et en dehors de la sensibilisation et de la manière dont les choses sont configurées, les gens seront obligés maintenant de s'aligner. Les gens seront obligés et de faire en sorte que les choses puissent changer. Donc, moi, je reste optimiste sur le fait que les choses puissent changer. Donc, vous croisez les doigts. Oui, Éric Guédénon, pensez-vous que vraiment... garder espoir. Vous savez, une société normale a besoin des leaders qui portent une vision, qui portent une cause et qui entraînent la masse, justement, dans cette ambition-là, et prêts à prendre des risques, prêts à faire des sacrifices. Et je repose la question aujourd'hui, dans l'effectif de nos acteurs politiques, ils sont combien à vouloir prendre des risques pour notre communauté, pour nos concitoyens?
Ça, c'est une grosse interrogation. Éric Guédénon, merci beaucoup. Jussa Kapoor, merci beaucoup. Allez, vous permettez que je rappelle ce taux de réussite au baccalauréat session de juin 2025, puisque les résultats ont été proclamés cette soirée par le directeur de l'Office du bac. On parle de 73,02% sur l'ensemble du territoire national. La série A donne 78,68%. La série C, 82,77%. La série D, 72,95%, la série G1 71,85%, la série F1 27,51%. Eh bien, nous entendrons Alphonse Da Silva dans l'édition de 22h tout à l'heure et dans le reste des éditions de Canal 3 Bénin. Vous aurez également les informations et les autres détails sur nos canaux digitaux. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Tout à l'heure à 23h, vous avez la rediffusion de ce numéro et demain autour de 10h30. On se retrouve demain soir à 20h en direct dans l'Info Continue. Portez-vous bien.